19 décembre, Rabat, l'air est sec, les couloirs d'hôtel avalent les conversations et recrachent des silences. Et au milieu de cette veille de tournoi, il y a une phrase qui circule comme un secret mal gardé, une phrase que personne n'assume vraiment, mais que tout le monde pense très fort, tant elle colle à la peau de cette équipe comme une ombre, tout sauf le Sénégal. Ce n'est pas une déclaration de supporters, ce n'est pas une peur panique, c'est plus froid que ça, plus rationnel, plus clinique. C'est le genre de phrase qu'on prononce quand on a regardé des sélections sur 20 mètres, sur 90 minutes, et qu'on a compris que certaines équipes ne vous battent pas seulement au score, elles vous battent dans l'espace, elles vous battent dans l'oxygène, elles vous battent dans le temps, elles vous enferment dans un couloir et quand vous cherchez la porte, vous réalisez qu'il n'y en avait pas. Alors la question centrale est là, inquiétante, presque gênante, parce qu'elle oblige à regarder le Sénégal autrement qu'avec des noms et des highlights. Pourquoi, à la CAN, personne ne veut jouer le Sénégal, même quand les autres équipes se sentent fortes, même quand elles ont des stars, même quand elles se disent « sur un match, tout est possible ». Et ma thèse est simple, mais elle dérange les idées confortables. Le Sénégal ne fait pas peur parce qu'il a des joueurs connus, il fait peur parce qu'il a construit un système de suffocation qui survit au scénario, un collectif qui reste debout quand le match devient sale, un bloc qui sait redevenir un mur après avoir été une vague, et une mentalité qui transforme la pression en carburant, pas en fardeau. La perception populaire, c'est ils sont physiques, ils courent, ils gagnent les duels, et puis ils ont Mané, Koulibaly, Mendy, donc forcément. La réalité tactique, elle est beaucoup plus fine, plus moderne, presque cruelle. Le Sénégal est une équipe d'élite dans la gestion des distances, dans la manière d'éteindre les axes, dans l'art de vous attirer là où vous ne vouliez pas aller et de vous voler ce que vous croyez posséder, votre ballon, votre tempo et surtout votre confiance. Parce que la peur la plus profonde en football, ce n'est pas celle d'un joueur capable d'un geste, c'est celle d'une équipe capable de vous rendre inutile, de vous faire courir là où vous ne menacez personne et de vous obliger à jouer un match qui n'est plus le vôtre. Le Sénégal, depuis plusieurs cycles, a installé cette sensation d'inévitabilité comme un étau qui se resserre sans bruit. Et ce qui impressionne, c'est que l'étau ne dépend pas d'un seul visage. Un gardien comme Edouard Mendy, c'est un point fixe, un phare dans la tempête. Mais ce n'est pas lui qui fabrique la tempête. Koulibaly, Niakhaté, cette charpente centrale, ce sont des piliers, mais le vrai bâtiment, c'est la façon dont le Sénégal occupe l'espace entre eux, devant eux, derrière eux, avec une discipline qui n'a rien d'instinctif. Tout est travaillé, tout est répété, tout est appris. Et quand c'est appris, ça résiste au stress. Regardez la manière dont le Sénégal se positionne dès la relance. Vous voyez rarement une équipe africaine au sens cliché du terme, c'est-à-dire une équipe qui s'en remet au duel et à l'improvisation. Vous voyez au contraire une équipe qui sait étirer un bloc, puis le traverser, qui sait vous attirer sur un côté pour vous transpercer au centre et qui sait aussi, quand il le faut, sauter complètement la zone médiane avec un jeu long, assumé, pas comme un aveu de faiblesse, mais comme une arme de déstabilisation. Le Sénégal n'a pas un style unique, il a une colonne vertébrale, et autour de cette colonne vertébrale, il change de peau. C'est précisément ça qui terrorise un staff. Préparer une équipe qui a des principes, mais pas une seule solution. Une équipe qui peut jouer dans votre dos si vous la pressez, vous aspirer si vous reculez, et vous punir sur phase arrêtée si vous survivez au reste. Le piège commence toujours par une chose qui paraît anodine, la maîtrise des distances. Le Sénégal défend rarement en panique, il défend en contrôle. On parle souvent du pressing comme d'une question d'intensité, courir plus, courir mieux, mais le pressing sénégalais, quand il est bien réglé, c'est d'abord une question d'angle, de couloir, d'accès. On vous laisse une passe, mais c'est une passe empoisonnée. On vous laisse sortir sur le latéral, mais c'est un couloir qui se ferme. On vous laisse retourner vers l'axe, mais l'axe est un mur. Et au moment où vous pensez avoir trouvé l'air, vous réalisez que l'air était derrière vous et que derrière vous, il y a déjà quelqu'un, déjà une ombre, déjà un deuxième rideau. C'est là que le Sénégal devient une équipe de tournoi, une équipe qui vous fatigue mentalement, pas seulement physiquement. Parce que courir, beaucoup d'équipes courent. Souffrir, beaucoup d'équipes souffrent. Mais le Sénégal vous fait douter de vos propres automatismes, il vous fait douter de votre première intention, il vous fait hésiter. Et l'hésitation, en Afrique, est un carton jaune invisible qui finit en but. Dans l'imaginaire, on associe le Sénégal à la puissance, mais la puissance la plus dangereuse, c'est celle qui se cache derrière une technique propre. Quand vous avez au milieu des joueurs capables de jouer sous pression, capables de contrôler, orienter, capables de se retourner dans des espaces comprimés, capables de trouver le troisième homme, vous n'êtes plus seulement une équipe forte, vous êtes une équipe qui peut transformer le pressing adverse en opportunité. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles personne ne veut les jouer,
Presser le Sénégal, c'est accepter l'idée que votre première ligne peut être effacée en 2 passes et que si elle est effacée, vous êtes nus. A l'inverse, ne pas presser le Sénégal, c'est leur offrir le temps de poser leur triangle, de fixer, de décaler, d'installer leur tempo et d'user votre bloc, comme on use une serrure, lentement, jusqu'au moment où elle cède. Voilà le dilemme, voilà la sensation d'étau. Quoi que vous choisissiez, vous payez. Prenez les profils offensifs et surtout la manière dont ils s'articulent. On peut citer Iliman Ndiaye, parce que c'est typiquement le joueur qui vous fait croire qu'il n'est pas dangereux quand il touche la balle loin, puis qui vous fait mal quand il la touche près, parce qu'il sait voyager avec elle, parce qu'il sait attaquer l'intervalle, parce qu'il sait provoquer une faute, parce qu'il sait gagner du terrain et donc gagner du souffle. On peut citer Ismaïla Sarr, parce que sa menace est un couloir en permanence. Il oblige un latéral à reculer de 3 mètres rien qu'en se plaçant. Et ces 3 mètres, c'est un cadeau au milieu sénégalais qui peut alors respirer, se retourner et choisir. On peut citer Nicolas Jackson parce qu'il est le type d'attaquant qui adore les matchs instables, qui adore les défenses qui montent, qui adore les secondes balles, qui adore les transitions où tout le monde est en train de se réorganiser. Et c'est exactement le moment où le Sénégal accélère. Et puis, il y a Sadio Mané, et c'est important d'en parler sans nostalgie facile, sans roman héroïque. Mané n'est plus seulement un finisseur de séquence, il est devenu un repère émotionnel et un repère de course. Même quand il n'est pas au sommet de sa vitesse, sa simple présence modifie les décisions adverses, parce qu'il a cette réputation de punir la moindre seconde d'inattention. Et une réputation, dans une CAN, c'est une seconde de moins pour un latéral, une seconde de moins pour un central, une seconde de moins pour un milieu qui veut se retourner. Or, le Sénégal sait très bien jouer avec ses secondes volées. Mais attention, et c'est là qu'on sort du cliché. Le Sénégal ne dépend pas de Mané, et c'est ça qui fait peur. Il peut jouer avec lui, sans lui, autour de lui. Il peut le mettre dans un rôle de fixation. Il peut le laisser plus haut pour garder une menace. Il peut aussi décider de construire autrement parce que le Sénégal a une profondeur de banc qui change la nature d'un match de tournoi. Dans une CAN, l'arme la plus rare n'est pas le 11, c'est ce que vous sortez à la 65e minute, quand le match commence à étouffer tout le monde, quand les crampes apparaissent, quand la lucidité se dissout et que l'espace devient un désert. Le Sénégal, lui, a encore des jambes, encore des profils, encore des permutations possibles et surtout encore des joueurs qui connaissent le haut niveau européen et ses exigences de rythme, de concentration, d'efforts répétés. C'est une richesse invisible à l'écran, mais très visible dans les yeux d'un adversaire. Eux, ils peuvent accélérer encore. Tactiquement, il y a une chose que le Sénégal fait mieux que beaucoup d'équipes africaines, et même mieux que certaines équipes européennes, la défense de transition. C'est là que les tournois se gagnent, parce que c'est là que les matchs se cassent. Une équipe qui attaque bien, mais qui se fait punir dès qu'elle perd la balle, est une équipe fragile. Et la CAN adore les équipes fragiles, elle les brise. Le Sénégal, lui, attaque avec une idée claire de ce qu'il laissera derrière. Vous verrez souvent un équilibre. 1 ou 2 joueurs prêts à couper la contre-attaque, une ligne qui ne se jette pas tous en même temps, une capacité à faire faute quand il faut, mais surtout une capacité à récupérer vite, ce qu'on appelle le contre-pressing, non pas comme une course suicidaire, mais comme une prise d'espace immédiate. Et là encore, c'est un étau. Vous récupérez la balle, vous pensez enfin sortir, et dans la seconde, vous êtes déjà suffoqué. Déjà dans un couloir, déjà obligé de jouer long, et jouer long, c'est souvent rendre la balle, donc recommencer à défendre, donc replonger dans la même cage. La cage sénégalaise, elle a 2 portes, et les 2 sont des pièges. Première porte, vous essayez de construire court, et vous êtes attiré sur un côté, vous êtes enfermé, vous perdez, et le Sénégal vous frappe avant même que vous puissiez reformer votre bloc. Deuxième porte, vous décidez de jouer direct et là vous découvrez que le Sénégal adore les duels aériens quand ils sont organisés, adore les secondes balles quand elles sont anticipées, adore ces moments où un milieu comme Lamine Camara ou Pape Matar Sarr peut surgir, contrôler et relancer immédiatement dans la profondeur. C'est pour ça qu'on dit personne ne veut les jouer, parce qu'ils contrôlent les 2 formes de chaos, le chaos de la relance sous pression et le chaos du ballon long mal sécurisé. Et si vous êtes une équipe qui, par nature, vit de chaos, qui vit de transition, qui vit de désordre, le Sénégal est l'une des pires affiches possibles parce qu'il transforme votre force en terrain neutre. Vous voulez un match ouvert, il le referme. Vous voulez un match fermé, il sait créer l'ouverture. Vous voulez des duels, il en gagne assez pour ne pas souffrir. Vous voulez du jeu, il vous coupe l'axe, il vous laisse le périphérique. Et le périphérique, c'est le lieu où les équipes se fatiguent sans marquer. Parlons de cette idée reçue tenace. Le Sénégal, c'est d'abord un monstre physique.
Oui, c'est une équipe solide. Oui, elle impose une intensité, mais réduire le Sénégal à ça, c'est passer à côté de ce qui le rend vraiment supérieur. Sa propreté technique sous pression. Une sélection physique, au sens simpliste du terme, a tendance à s'énerver quand elle est pressée, à s'allonger sans choix, à se précipiter. Le Sénégal, quand il est pressé, respire. Il trouve un appui, puis un deuxième, puis il renverse. Il sait jouer dans la densité sans perdre la tête. Et ce calme-là, c'est une arme psychologique. Parce qu'à l'adversaire, ça envoie un message terrible. Ton plan ne nous fait rien. Le football, surtout en tournoi, n'est pas seulement une bataille de jambes, c'est une bataille d'information. Qui sait ce qui va se passer? Qui reconnaît le piège avant d'y entrer? Qui lit l'angle de passe avant la passe? Le Sénégal est devenu une équipe qui lit vite. Et quand une équipe lit vite, l'autre équipe court pour combler son retard de lecture. C'est là que la suffocation commence vraiment. Vous courez parce que vous arrivez toujours après. Le Sénégal, c'est aussi une équipe qui maîtrise les micro-rythmes. On imagine souvent que les sélections gagnent en imposant un seul tempo. En réalité, les grandes équipes savent casser le tempo, savent faire croire qu'elles sont calmes, puis frapper, savent faire croire qu'elles sont en gestion, puis presser, savent faire croire qu'elles reculent, puis piéger. Regardez la façon dont leurs latéraux participent selon les séquences, parfois très haut pour étirer et fixer, parfois plus prudent pour assurer la reste défense, parfois un seul se projette pendant que l'autre sécurise, parfois un ailier rentre pour libérer le couloir. Ce sont des détails, mais les détails créent des supériorités. Et les supériorités, en CAN, ce n'est pas forcément du beau jeu, c'est juste une seconde, un mètre, un angle et un mètre de plus dans un couloir. C'est une frappe que vous n'aviez pas prévue, un centre en retrait, une reprise, et vous ne comprenez pas comment vous avez encaissé alors que vous aviez l'impression de tenir. Tenir contre le Sénégal, c'est souvent une illusion, parce que le Sénégal accepte très bien de ne pas dominer le ballon s'il domine les zones. Il peut laisser la possession, mais il garde l'axe, il garde la surface, il garde la zone de finition, et il vous laisse tourner au large. Et tourner au large, c'est comme parler dans un couloir vide, vous entendez votre propre voix, vous croyez avancer, mais vous revenez au même endroit. Maintenant, il faut parler de l'élément que beaucoup sous-estiment dans l'équation 2025, la transition de leadership sur le banc et ce qu'elle change, pas en slogan, en mécanisme. Avec Pape Thiaw, l'idée affichée n'est pas simplement de continuer, c'est de rendre le Sénégal dominant dans les moments où, historiquement, même les grandes équipes africaines doutent face à un bloc bas bien discipliné, face à une équipe qui vient pour casser le rythme, face à un match de groupe où la pression n'est pas de gagner joliment, mais de ne pas tomber dans le piège émotionnel. Et la CAN est un laboratoire de pièges émotionnels. Un carton, une provocation, une décision arbitrale, une pelouse, une chaleur, un vent, un but sur coup de pied arrêté, et le match change de gravité. Le Sénégal, ce qui impressionne, c'est sa capacité à ne pas se dissoudre quand la gravité change. Il a ce qu'on appelle une mémoire collective des tournois. Il sait ce que c'est que d'être favori. Il sait ce que c'est que d'être attendu. Il sait ce que c'est que de devoir gagner sans panique. Et il sait aussi ce que c'est que de survivre à un mauvais moment sans se raconter d'histoire. Et c'est là que le mental rejoint la tactique. Une équipe qui croit à ses principes en situation de crise est une équipe très difficile à faire tomber. Or, faire tomber le Sénégal, ce n'est pas marquer un but. Marquer un but, parfois, ça ne change rien. Faire tomber le Sénégal, c'est lui enlever sa boussole, lui enlever son calme, le forcer à devenir une équipe de réaction, pas une équipe de décision. Et très peu de sélections africaines sur une CAN réussissent ça. Parce que pour le faire, il faut être propre techniquement, il faut être discipliné tactiquement et il faut être fort mentalement. 3 qualités réunies, c'est rare. Voilà pourquoi l'étiquette d'épouvantail n'est pas une exagération médiatique, c'est une conclusion de terrain. D'ailleurs, regardez un phénomène simple. Quand le Sénégal joue, l'adversaire ne se demande pas seulement comment marquer, il se demande comment respirer. Et c'est une question terrible, parce qu'une équipe qui pense à respirer joue déjà sur la défensive, même quand elle a le ballon. Le Sénégal vous oblige à compter vos risques. Il vous oblige à dire, si on monte trop, on se fait punir dans le dos, si on reste bas, on subit la vague, si on sort sur le porteur, l'axe est ouvert, si on ferme l'axe, le couloir est libre. À ce stade, vous n'êtes plus dans un plan de jeu, vous êtes dans un plan de survie. Et une équipe en survie fait des erreurs. Et le Sénégal, lui, sait reconnaître l'erreur au moment où elle naît. Il y a aussi un détail qu'on ne voit pas assez, la culture du duel utile. Le Sénégal ne cherche pas le duel pour le duel, il cherche le duel qui change la séquence. Un duel qui vous empêche de vous retourner, un duel qui vous fait jouer en arrière, un duel qui vous fait perdre l'équilibre du corps au moment de contrôler. Et ce sont ces micro-chocs qui détruisent la construction adverse. Parce que le football, ce n'est pas
une suite de gestes isolés. C'est une chaîne. Casser un maillon, la chaîne se disloque. Le Sénégal est très fort pour casser le bon maillon. Et puis, il y a la question des phases arrêtées, cette zone où les tournois se décident ainsi souvent sans grand discours. Une équipe qui a des profils aériens, une qualité de frappe, une organisation au second ballon et une discipline de marquage possède une arme silencieuse. Le Sénégal, dans cette CAN, avec des matchs serrés, avec une préparation réduite, avec des blocs parfois prudents, pourrait faire très mal sur ces moments-là. Parce qu'il ne demande pas 50 combinaisons, il demande une exécution nette, un écran, un appel, une zone attaquée et surtout une conviction. Et la conviction, le Sénégal l'a. Mais il faut aussi parler de ce que le Sénégal risque. Parce qu'être l'équipe que tout le monde veut éviter, c'est aussi porter un masque lourd. La pression, quand vous êtes le chasseur, vous la transformez en énergie. Quand vous êtes la proie de toutes les ambitions, quand chaque adversaire se dit « si on les sort, on marque le tournoi », la pression devient un bruit permanent. Le Sénégal doit donc gérer une double bataille, gagner les matchs et contrôler le récit autour d'eux. Car le récit, en CAN, est un poison. On vous répète que vous êtes favori, on vous répète que vous êtes au-dessus. Et puis un match vous échappe, un match se verrouille, un gardien sort un arrêt, un poteau, et soudain la foule invisible des attentes se transforme en doute. La force du Sénégal, c'est qu'il a déjà vécu ce théâtre et qu'il a appris que la beauté n'est pas obligatoire, seule la maîtrise l'est. Une autre idée reçue, très populaire, c'est de penser que la CAN se gagne au talent ou à l'expérience. La réalité, c'est que la CAN se gagne souvent à la capacité de ne pas se trahir. Beaucoup d'équipes arrivent avec une identité claire, puis au premier coup dur, elles abandonnent leur identité, elles deviennent un mélange de peur et d'urgence. Le Sénégal, lui, a cette qualité rare. Même quand il souffre avec son organisation. Même quand il recule en gardant l'axe. Même quand il allonge avec des cibles, avec des courses, avec une idée derrière. Ce n'est pas un football parfait, ce n'est pas une promesse de spectacle permanent, c'est mieux que ça dans un tournoi, c'est un football fiable. Et la fiabilité, c'est ce que les autres équipes redoutent, parce que la fiabilité tue l'espoir. Vous pouvez espérer battre une équipe brillante mais irrégulière. Vous espérez beaucoup moins battre une équipe qui ne vous offre presque rien. Or, le Sénégal, dans ses meilleurs soirs, ne vous offre presque rien. Et c'est là qu'on revient à cette sensation de monstre. Un monstre n'est pas forcément celui qui crie le plus fort, c'est celui qui avance même quand la lumière s'éteint. Imaginez maintenant un adversaire qui tombe sur le Sénégal en phase à élimination directe. Il sait qu'il devra être patient, qu'il ne pourra pas se précipiter, parce que la précipitation, c'est une passe verticale mal sécurisée, c'est une perte, c'est une transition, et une transition contre le Sénégal, c'est un danger immédiat. Il sait aussi que s'il se contente de défendre bas, il vivra dans sa surface, il vivra dans une suite de centres, de deuxième ballon, de tirs repoussés, et que le but peut venir d'un détail, d'une déviation, d'un ballon qui traîne. Il sait enfin que s'il décide de jouer haut, il expose ses centraux à des courses, à des appels, à des diagonales, et que Koulibaly ou un autre relanceur peut trouver un ballon long qui change tout. Voilà pourquoi on évite le Sénégal. Il vous oblige à être bon dans toutes les phases, et en tournoi, être bon dans toutes les phases est presque impossible. Il y aura forcément un moment de faiblesse, et le Sénégal vit pour ce moment-là, il le sent, il le flaire, il le cueille. La dimension psychologique était peut-être la plus sous-estimée de toutes, parce qu'elle est invisible au début, puis elle se matérialise d'un coup. Quand une équipe entre sur le terrain en se disant ne pas encaisser, elle joue déjà avec un frein. Le Sénégal, lui, entre souvent avec une idée inverse, imposer notre géométrie. Ce n'est pas une phrase romantique, c'est un mécanisme mental. Imposer sa géométrie, c'est décider où le match se joue. C'est décider que l'axe est fermé. C'est décider que l'adversaire ne jouera pas entre les lignes. C'est décider qu'on l'emmènera vers la ligne de touche, puis qu'on le pressera comme on presse une porte. C'est décider qu'on ne se déchirera pas sur une transition inutile. Et quand vous imposez votre géométrie, vous imposez votre respiration. C'est pour ça que même des équipes talentueuses, même des équipes ambitieuses, préfèrent croiser un adversaire plus lisible que le Sénégal, parce que le Sénégal n'est pas seulement une équipe à battre, c'est une équipe à comprendre, et vous n'avez pas toujours le temps de comprendre en plein match, sous la chaleur des nerfs, sous le bruit des tribunes, sous la fatigue. Il faut aussi parler de la préparation réduite, parce que c'est un facteur de tournoi qui peut renverser des hiérarchies. Quand les sélections ont peu de jours ensemble, celles qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont déjà des automatismes, déjà une ossature, déjà un langage commun.
Le Sénégal a cet avantage structurel, beaucoup de joueurs se connaissent, beaucoup ont déjà vécu des campagnes, beaucoup comprennent les mêmes principes de bloc, de pressing, de couverture. Ça ne garantit rien, mais ça augmente la stabilité. Et la stabilité, encore une fois, c'est l'anti-chaos. Or, la CAN est un chaos magnifique. La CAN adore les scénarios où une équipe favorite se heurte à un mur émotionnel, se frustre, se précipite, se fait punir. Le Sénégal a appris à ne pas offrir ce scénario gratuitement. Il peut être frustré, mais il ne se jette pas. Il peut être mené, mais il ne se désorganise pas tout de suite. Il peut aussi gagner sans briller, et c'est peut-être ce qui rend son profil si dangereux pour le public, parce que le public aime les feux d'artifice, alors que les tournois se gagnent souvent avec des lampes frontales, dans des tunnels, avec des mains sales et des nerfs solides. Le Sénégal est une équipe de tunnels. Il avance dans le tunnel. Il vous entraîne dans le tunnel, et dans le tunnel, vos repères disparaissent. Quand on dit « personne ne veut jouer le Sénégal », il ne faut pas l'entendre comme « ils sont invincibles ». Personne n'est invincible en CAN. Il suffit d'un match, d'une séance de tir au but, d'une expulsion, d'un fait de jeu, et le tournoi bascule. Mais il faut l'entendre comme ceci. Si vous deviez choisir l'adversaire le plus compliqué à manœuvrer sur un match de tournoi, celui qui vous laisse le moins de portes, celui qui vous oblige à être complet, discipliné, patient et lucide, le Sénégal est sur la liste tout en haut, et c'est là que la comparaison avec les autres favoris devient intéressante. Certaines équipes font peur par leur talent offensif, d'autres par leur organisation défensive, d'autres par leur vécu. Le Sénégal fait peur parce qu'il mélange tout ça sans que le mélange devienne instable. Il a de l'expérience, mais aussi de la jeunesse. Il a du physique, mais aussi de la technique. Il a de la vitesse, mais aussi de la maîtrise. Il a des leaders, mais aussi un banc capable de prendre le relais. Et surtout, il a cette capacité rare à changer de forme sans perdre son âme, à passer d'un pressing haut à un bloc médian, d'une séquence de possession à une séquence de transition, d'un match fermé à un match ouvert avec la même colonne vertébrale. Si vous êtes une sélection qui, elle, a besoin d'un seul scénario pour exister, alors oui, croiser le Sénégal, c'est entrer dans une pièce où les murs bougent. Et quand les murs bougent, vous paniquez. Et quand vous paniquez, vous donnez. Ce que le Sénégal prend, c'est souvent ce que vous donnez. Une passe molle, un contrôle long, un marquage en retard, une couverture qui hésite, un duel que vous ne terminez pas. C'est une équipe qui n'a pas besoin de 10 cadeaux, elle en veut un et elle sait le transformer. Maintenant, la question qui plane au-dessus de tout ça, la question qui fait frissonner les favoris eux-mêmes, c'est celle-ci. Est-ce que le Sénégal peut porter ce costume jusqu'au bout sans se faire piéger par la CAN elle-même, par ses nuits longues, par ses matchs qui s'empoisonnent, par ses adversaires qui viennent vous aspirer dans l'émotion, par ce moment où le tournoi cesse d'être du football et devient une lutte de nerfs? C'est là que la conclusion doit rester ouverte, parce que c'est la vérité du tournoi. Le Sénégal est peut-être l'équipe la plus difficile à affronter, mais la CAN n'a jamais demandé la permission aux équipes difficiles. La CAN aime les renversements, elle aime les surprises, elle aime les murs qui tombent, parce qu'un détail a fissuré le béton. Alors oui, personne ne veut jouer le Sénégal, parce que personne n'a envie de passer 90 minutes dans un étau, parce que personne n'a envie de se faire confisquer l'axe, parce que personne n'a envie de voir son plan de jeu se dissoudre dans un couloir fermé, parce que personne n'a envie d'affronter une équipe qui sait gagner le match, même quand le match ne ressemble plus à du football. Mais la vraie histoire, celle qui commence quand le premier coup de sifflet retentit, c'est de savoir si le Sénégal peut transformer cette aura en trajectoire et si, dans le silence des grands tournois, il peut encore avancer quand tout le monde le regarde, quand tout le monde le craint et quand justement tout le monde a préparé son piège contre lui.